Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous accueillir dans un nouvel épisode pour Fiscalia. Et cette fois-ci, on fait un nouveau concept. On va faire un épisode en partenariat avec une autre chaîne. C'est Va ranger ta chambre de notre ami Lionel. Donc, je vous présente à tous Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors Lionel, c'est un ami à moi de longue date. Non, voilà, ça commence bien, c'est génial. Aujourd'hui, le sujet, et Lionel est un expert dans ce secteur, c'est tout ce qui concerne le monde de la crypto-monnaie. C'est un monde qui est en pleine effervescence en ce moment, et j'ai pensé que c'était une bonne occasion déjà de connecter certaines personnes qui peut-être ne connaissent pas ce monde, et puis d'essayer un petit peu d'obtenir l'expertise de Lionel sur pourquoi en ce moment toute cette effervescence. Donc Lionel, avant, je ne vais pas vous demander d'expliquer c'est quoi les cryptos, c'est beaucoup trop long, et puis il y a plein d'infos qu'on peut trouver sur le net pour ceux qui veulent vraiment creuser, mais une question par contre pour laquelle c'est compliqué d'avoir une réponse claire: pourquoi cet engouement, j'ai envie de dire soudain, ou ce retour à l'engouement pour le monde des cryptos? Alors, je pense que là, il y a une hausse spontanée suite à l'élection du nouveau président des États-Unis, et aussi de son acolyte, Elon Musk, les deux sont pro-crypto. Je pense qu'il y a aussi des phénomènes géopolitiques qui font qu'il y a eu beaucoup d'impressions de monnaie sur le marché, et que il se trouve que c'est aussi un investissement générationnel, et que le Bitcoin en particulier est un asset, une valeur qui ne peut que prendre de la valeur. Et je pense que c'est assez récent, ça fait que 15 ans que ça existe. C'était réservé à un monde de geeks, finalement, où il y avait une idéologie politique aussi. Depuis le mois de janvier, les grands fonds américains ont investi dans le Bitcoin massivement. Et pourquoi depuis le mois de janvier? Qu'est-ce qui s'est passé en janvier? Il ne s'est rien passé de particulier. Je pense que c'était le momentum, le timing était juste bon. C'était en préparation, mais c'était pas fait. Ça a été effectif, à part BlackRock, le plus gros en fait, et les autres ont suivi, c'est pas les seuls, depuis le mois de janvier. Donc ce qui permet à beaucoup d'assurances, de fonds d'investissement, de fonds de retraite américains, c'est ça qui est important, d'investir dans le Bitcoin, du coup, qui devient qui devient une vraie valeur, et ça légitimise un peu la monnaie, en fait. Si je trouvais pas le mot. J'ai compris. Alors je sais pas si c'est une monnaie, je le considère plus comme ça peut être utilisé comme une monnaie, mais c'est plutôt pour le moment je le considère comme une valeur refuge en fait. Ouais, alors les impôts ils le considèrent comme un actif, mais on verra ça après. Ouais, bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que aux yeux des impôts, c'est pas une monnaie. C'est pas considéré comme une monnaie. Ok, donc le fait que les institutionnels viennent sur ce terrain, c'est quoi? Ils ont parié, entre guillemets, déjà d'un retour de Trump? Ils savaient déjà, plus ou moins? Je peux pas le dire, je sais pas. Sais pas. Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi la perspective? Je pense qu'il aurait grimpé, même si ça avait été Kamala Harris. Ah. Je pense qu'il aurait grimpé juste moins vite. Et est-ce qu'on risque une sanction de la Fed? Est-ce qu'on risque une sorte de loi qui viendrait pénaliser? Parce que finalement, c'est quand même une monnaie sur laquelle il n'y a personne qui a de contrôle. Une monnaie ou un actif, enfin peu importe comment ça s'appelle. Personne n'a vraiment de contrôle dessus. Moi, j'avais été à l'époque en relation avec certaines personnes qui étaient rentrées sur une monnaie qui s'appelait Luna. Ouais, ça te fait rire, mais voilà. Et je sais qu'à l'époque, il y avait eu une sorte d'opération. Alors, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Peut-être aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé. Mais ça avait amené le cours de ce token à zéro. Ils avaient complètement flambé le truc. Il y a vraiment une différence. Il y a vraiment une différence. Les gens ont du mal ils voient, quand on parle des crypto-monnaies, ils voient ça comme une espèce d'univers nébuleux, très tech, ainsi de suite. Il y a le Bitcoin et il y a les cryptos. Il y a le Bitcoin et les cryptos. Et dans le Bitcoin est vraiment une catégorie à part. Vraiment une catégorie à part. Et il y a beaucoup moins de spéculation, finalement, sur le Bitcoin. Et il y a beaucoup plus de sécurité que sur toutes les autres. Pourquoi? Déjà parce qu'il est complètement décentralisé. Réellement complètement décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de société, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de CEO, il n'y a pas de service marketing, il n'y a rien. Il n'y a juste rien. Toutes les autres sociétés, on va prendre la deuxième, la numéro 2, l'Ethereum, il y a un dirigeant.
il y a une fondation, il y a une société, il y a des investisseurs. Là, c'est pas ça. Bitcoin, il est complètement à part. Il est hors jeu. Même son créateur, on ne le connaît pas. Je veux dire, il a un nom japonais, mais c'est pas lui. C'est juste une image. Et le portefeuille, parce qu'on parle de ça, on parle d'argent, le portefeuille du créateur, et après je vais vous donner aussi mon avis personnel, il y a 1 million de bitcoins qui n'ont pas bougé depuis sa création. Donc peut-être qu'il est mort et on ne le sait pas. Je pense que la création a tué son créateur. C'est mon avis. Et est-ce qu'ils sont plusieurs ? Par exemple, est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est une femme ? Est-ce qu'ils sont plusieurs ? Personnellement, plus on creuse sur le Bitcoin, plus on découvre des choses, plus ça devient intéressant. Et je ne pense pas que ça soit une équipe. Déjà, pour 2 raisons. Si ça avait été une équipe, on va dire que les fondateurs se seraient chamaillés, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Et la deuxième chose, c'est que c'est du pur génie. Et le génie, ça ne se partage pas. C'est beau. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui explique que le Bitcoin, lui, soit une valeur refuge, à l'inverse des autres monnaies qui existent ? Acteur entrant, c'est le premier acteur entrant. Okay. Il change la règle du jeu. C'est lui qui dicte tout le marché. Hein. Quand on parle des cryptos, c'est le Bitcoin. On pense tout de suite au Bitcoin. Quand on fait un article sur les cryptos, on met une photo de la pièce du Bitcoin avec le B. Voilà, c'est lui. Le crypto, c'est le Bitcoin. C'est comme si vous compariez, j'ai envie de dire, de l'euro ou du dollar avec de l'or. L'or, il y a une valeur dans l'or. Et je ne sais pas si vous avez déjà tenu un lingot dans la main. Ouais. Oui ou non ? Bien sûr. Ouais. Ok. Vous avez vu qu'il se passe quelque chose. Vous pouvez avoir l'équivalent en dollars. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'or a une valeur, il y a quelque chose de spirituel. Alors, entre nous, on va parler, mais il y a quelque chose de spirituel avec l'or qu'il n'y a pas du tout avec un billet qui est imprimé. Aucun rapport. Et qu'est-ce qui explique que cette technologie, alors pas dans le côté technique, parce que je pense qu'on va perdre nos auditeurs, mais dans le côté rassurant, qu'est-ce qui est tellement rassurant dans cette technologie et qu'est-ce que ça vient changer dans le monde qu'on connaissait avant ? La décentralisation. Et donc, ça veut dire quoi ? La décentralisation, concrètement... C'est quoi la peine ? Moi, je raisonne toujours. Il y avait une peine, il y avait une douleur, et on est venu... C'est pour ça que ça prend de la valeur. C'est que comme ça. Moi, je suis fiscaliste. Les clients qui viennent me voir, ils ont une peine, ils repartent, ils ont une solution. Déjà, c'est quoi que c'est venu ? Vous pouvez échanger de l'argent dans le monde entier en 3 clics, on va dire, 2 clics depuis un téléphone. Il faut juste avoir un accès à Internet. Sans que personne ne sache que c'était vous derrière. Voilà, on ne va pas dire que c'est pas anonyme, mais en tout cas c'est pseudonyme. Tout est traçable sur la blockchain. Là, je vais rentrer dans les détails techniques, je n'ai pas tellement envie. Mais concrètement, vous pouvez faire transiter de l'argent dans le monde entier en quelques secondes, pour un coût extrêmement réduit. Ça, c'est la première chose. Et ça, vous ne pensez pas que la Fed ou n'importe quelle banque centrale va venir se dire « Attends, il y a un problème, on n'a plus le contrôle sur du coup... » Je pense que les Américains, les États-Unis d'Amérique, sont des joueurs. Sont des joueurs et je pense qu'ils vont miser sur le Bitcoin déjà pour une raison très simple, c'est qu'ils peuvent en miner, c'est-à-dire qu'ils peuvent en produire de façon très importante. Ils ont énormément de sociétés de minage qui sont déjà aux États-Unis, donc des sociétés de production, et le coût de l'énergie aux États-Unis est très faible si les États-Unis le décident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réserves énergétiques, ils les achètent. Ils achètent à l'Arabie Saoudite, par exemple, ou à d'autres pays, hein, mais leurs réserves à eux, ils ne le touchent pas. Et aujourd'hui, fait, le coût de production d'un Bitcoin, c'est la valeur énergétique. Exactement. Ça coûte que ça. Ça coûte que ça. Voilà. Bon, après, il faut acheter des milliers d'ordinateurs et de cartes spécifiques, ainsi de suite, mais au final, le vrai coût, c'est l'énergie. Et quand on peut produire de l'énergie pas chère, par exemple, si vous prenez l'exemple de la Chine a interdit la possession, la rétention de Bitcoin pour les particuliers et les entreprises. Mais ils n'ont pas interdit le minage. Pourquoi ? Parce qu'il y a leur barrage, là, avec le barrage des 3 gorges, où ça déborde sans arrêt, et en fait, ils produisent de l'énergie pour rien. Rien du tout. Une fois qu'ils ont utilisé l'énergie dont ils avaient besoin, le reste, c'est gratuit, c'est de l'eau. Ben, on produit du Bitcoin. Voilà. Et ils en font quoi ? Puisque du coup, c'est plus... ça appartient à qui, du coup ? À la Chine ? À la Chine, au gouvernement chinois. D'accord. Voilà. C'est ce que je dis parce que un autre pays qui fait ça, c'est le Venezuela. Par exemple, Venezuela qui était surendetté, qui est sorti de son surendettement, de son endettement même, parce qu'il était surendetté en dollars, et du coup, au Venezuela, pardon, pas le Venezuela, excusez-moi, le Salvador. Le Salvador. Ouais. Ils ont mis la monnaie annexée voilà. au Bitcoin. Alors, en tant que monnaie, c'est pas encore ça, il faut habituer les gens, c'est aussi social et éducatif, mais
ils sont sortis de leur endettement en dollars pour une raison très simple, c'est qu'ils ont une région volcanique, et donc ils utilisent l'énergie volcanique, l'énergie des volcans, les gaz en fait, pour produire du Bitcoin. Et donc ils sortent de leur endettement. Alors quand le Bitcoin est comme là à 94 000, c'est jackpot. Mais moi on m'a toujours dit que le Bitcoin il a une quantité d'unités limitée. La valeur de quelque chose est basée sur sa rareté. Ok, donc pourquoi on peut continuer à en produire ? Aujourd'hui, il n'y a pas une limite de production ? 21 millions. Et on est à combien ? On est à peu près équivalent à 18,5-19 millions. Il y a encore 2 millions. Donc quand vous achetez et que vous vendez aujourd'hui, c'est ça qui vous donne de la disponibilité. D'accord. Il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Quand le prix monte, en fait, c'est qu'il y a plus de demandes que d'offres. J'ai compris. Et comme on arrive bientôt à la limite de ces 21 millions, enfin ça mettra encore peut-être 100 ans, 140 ans, d'après les estimations. Ah, carrément. Ouais, mais il va devenir de plus en plus cher. Oui, mais donc on a mis 15 ans à produire 90% de la production globale, et on va mettre 140 ans à produire les 15 derniers pourcents. Ça dépend de l'utilisation, mais c'est ce qui est prédit par les calculs mathématiques aujourd'hui, ce que les gens annoncent. Incroyable. Et les autres cryptos qui sont en dessous, donc Ethereum, etc., là, Solana... on est sur de la spéculation. Que de la spéculation. Et qu'est-ce que ces monnaies-là, ou ces... En fait, il y a un truc très intéressant sur jetons. Qu'est-ce que ces jetons-là, quel est le mal que auquel ces jetons-là viennent répondre, viennent combler ? C'est purement spéculatif. Mais alors non, il y a ce qu'on appelle... Ces jetons-là, ils apportent une technologie. Qu'est-ce qu'ils font, ces jetons ? Ethereum a apporté une grande valeur. Ouais. Le nom, c'est ce qu'on appelle la smart money, la monnaie intelligente. Okay. Concrètement, c'est de la monnaie programmable. C'est-à-dire qu'en fait, en détenant ce jeton qu'on achète, donc, on peut le programmer pour dire, par exemple, tu libères un contrat d'assurance, l'achat d'une maison, l'achat d'un bien, la vente d'une action, on peut la programmer à l'avance. Et on peut faire plusieurs actions comme ça, qui sont programmables à l'avance. Ce qu'on ne peut pas faire avec de l'argent. C'est un bot ? C'est un robot qui exécute des ordres ? Oui, mais décentralisé, c'est-à-dire on ne peut pas le corrompre. Ok. Et tout ce qu'on appelle, j'ai deux questions. Tout ce qu'on appelle les validateurs, c'est quoi ? Les validateurs, ce sont des intermédiaires en fait, qui vérifient l'authentification des transactions. Ok. Et ils sont rémunérés pour avoir validé... Voilà. Tout le monde prend des frais. Ils prennent des frais. Ils sont rémunérés pour avoir fait tourner leur machine, concrètement. Okay. Pour avoir fait tourner... J'en connais quelques-uns ici. Et tout le monde peut être validateur ? Il faut être organisé, ça demande des structures, des ressources. Tout le monde peut être validateur, ou tout le monde peut miner, en fait. Miner, c'est produire. Ouais. Mais ça dépend des crypto-monnaies. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez miner du Bitcoin, il faut quand même investir beaucoup d'argent. Beaucoup, parce qu'il faut avoir les équipes et le matériel nécessaire. Et puis, il faut surtout être dans des pays qui permettent de faire ça. Alors, paradoxalement, les pays chauds, c'est-à-dire qui sont chauds, température chaude, qui sont considérés souvent comme des pays... Ouais, pas l'Iran, la Corée, quoi. Ouais. qui sont souvent considérés comme des pays pauvres. Pauvres. Du coup, ils vont pouvoir... utiliser l'énergie solaire. S'ils ont les centrales solaires nécessaires, ils vont pouvoir produire du Bitcoin ou d'autres. Et quand on entend qu'une personne, alors je passe peut-être d'un sujet à l'autre, mais quelqu'un qui va déléguer les tokens qu'il a ou les jetons qu'il a, il les délègue à qui ? Alors, sur le Bitcoin, ça ne fonctionne pas. Oui, il n'y a pas de délégation sur le Bitcoin. Il n'y a pas de délégation. Il est unique. Il faut comprendre pourquoi on dit que c'est le roi. C'est parce que vraiment, il est unique, quoi. Okay. Il sort complètement il casse le jeu. Et c'est en ça sa valeur aussi. La délégation. Vous avez une monnaie, par exemple, vous avez de l'atome Cosmos, exemple. Ok. Vous la déléguez, c'est-à-dire que vous la confiez toujours via la blockchain, donc via une certification technique. Vous la confiez pour qu'on vous la fasse travailler. Ça revient à faire des intérêts. Oui, c'est ce qu'on appelle du staking. Okay. C'est ça. Donc, elle va générer... Mais qui est prêt à vous payer ? Pourquoi ils sont prêts à vous payer ? Moi, je suis l'argent, entre guillemets. Je suis la rémunération. Vous avez tout à fait raison. En fait, comme un homme d'affaires, vous suivez l'argent. Ouais. Parce qu'en fait, ils se rémunèrent à chaque fois. Donc, c'est eux qui vous rémunèrent. C'est eux qui vous rémunèrent. Enfin, ils vous rémunèrent en jetons. Oui. Et donc, si le jeton monte, vous gagnez des jetons gratuits, des tokens gratuitement. Oui. Et donc, le jour où vous voulez sortir, en fait, vous avez eu... comme des intérêts, vous avez eu un surplus que vous allez revendre. Mais eux, quel est leur intérêt de vous demander ? C'est ça que je ils peuvent en avoir beaucoup plus. Mais ils négocient. Eux-mêmes, ils vont jouer avec. Enfin, ils vont spéculer. Ils vont spéculer avec. Voilà, c'est le mot exact. Ils vont spéculer avec. Et en même temps, les transactions sont garanties par la blockchain.
Il y a une notion de celui qui a plus de tokens peut être appelé plus souvent à valider les opérations, c'est ça? De manière aléatoire, non? En fait, il est valide. Non, pas du tout. Il est valide de manière régulière, et plus il est valide rapidement, plus vous gagnez, en fait, et plus eux gagnent. Maintenant, il faut qu'ils investissent plus en matériel derrière. Il y a une notion qui est assez importante, on n'en parle pas assez, c'est que le Web 3, donc la technologie décentralisée qui touche aussi les crypto-monnaies et le Bitcoin, elle s'adresse au départ à des développeurs, donc des techs. Le Web 2, les réseaux sociaux, se sont adressés au grand public. Il y a eu un engouement sur les réseaux sociaux immédiats, parce que, c'est un feuge qui les a fait, c'est tout. Non, aussi. Voilà. Et en fait, c'était surtout pour en faire des rencontres. À la base, Facebook, c'est ça. C'est ça, Le Web 3 s'adresse à des gens qui ont... un certain background technique poussé, et idéologique. Je veux dire, les créateurs... La décentralisation... Décentralisation, c'est des types qui ont pensé ça il y a 30 ans. Ils n'avaient pas les moyens technologiques de le faire. Mais ça date d'il y a plus de 30 ans. Et celui qui a pu réaliser ça c'est un point important, c'est arrivé en fin octobre 2008, c'est-à-dire au moment de la crise des subprimes. Et il sort un document, il sort un document qu'on appelle un white paper, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Non. Il est très beau. Il est très épuré, très beau dans le sens simple, où il décrit son projet sur quelques pages, et je crois que c'est 8 ou 9 pages, et là vous dites... Waouh, il se passe quelque chose. C'est son pitch, quoi. Il fait son pitch, mais sans vous le vendre. Il vous explique juste qu'il va faire quelque chose qui va changer le monde. Et il jette sa graine, en fait, c'est vraiment ça. Il jette sa graine, et on ne sait pas trop ce qui va se passer derrière. Donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a tout ce qu'on veut, mais le truc, il grossit. Oui, il grossit tellement qu'aujourd'hui, ça prend des proportions énormes. Ça inquiète, moi je sais, parce que je suis de ce côté-là, ça inquiète l'administration fiscale. Parce qu'ils n'ont pas de moyens de contrôler forcément les personnes qui détiennent. Comme vous dites, on peut envoyer de l'argent d'un bout à l'autre du monde en quelques clics, et pour 3 francs 6 sous, et de manière, alors, pseudonyme ou anonyme. En tout cas, on ne saura pas tant que la personne se... Voilà. Donc c'est pour ça que les impôts, aujourd'hui, ils sont vachement inquiets, notamment en Israël. Ils essayent de dire sur le ton. Ils ont des outils technologiques qui sont ultra... performants pour réussir à remonter. J'ai déjà eu des clients qui se sont fait attraper chez eux parce que au final, quand on arrive à mettre la main sur une personne, quand on sait qu'un wallet, une adresse est reliée à telle personne, là par contre c'est terminé. Comme vous l'avez dit, tout ce qui est sur la blockchain, on peut pas l'effacer, on peut pas le modifier. Tout à fait, et c'est parce qu'ils ont acheté sur des échanges centralisés. C'est pour ça, quoi. Et ça, on va en parler. Il y a 2 choses sur lesquelles, pour moi, c'est des questions... Sur les temps, il faut être clair. Il faut être honnête. Vous vivez dans un pays, vous payez des impôts, et les impôts sont censés à construire des hôpitaux, normalement. Des routes, des hôpitaux, des écoles, voilà, à payer aussi des fonctionnaires. Mais... non, ça, c'est la France, ça. Voilà. Non, je pense que, voilà, il faut, à partir du moment où il faut jouer le jeu, quoi. Le but, c'est pas forcément c'est pas ça le but. Le but, c'est on paye des impôts, c'est normal, on fait partie d'un pays, on en profite, et on a aussi des devoirs vis-à-vis de ce pays. Aujourd'hui, la position du fisc israélien, elle rejoint exactement ce que vous dites, c'est que, on n'est pas fermé, vous avez eu des cryptos, et c'est vrai que y a des périodes dans lesquelles on a plus ou moins envie de montrer un peu patte blanche. Quand ça valait $2,000 ou $8,000, bon, finalement, c'est pas grand-chose. Quand là, on se rend compte qu'on a potentiellement quasiment $100,000, j'arrondis, et qu'on en a peut-être dans d'autres monnaies, que ça commence à prendre des proportions importantes, et qu'on a peut-être envie d'acheter un appartement, ou enfin, ça commence à devenir de l'argent qui vaut quelque chose, là, on se dit peut-être, c'est peut-être le moment où je vais me signaler à l'administration. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui ont envie de se signaler, aujourd'hui, l'administration fiscale israélienne offre une possibilité de manière, au départ, relativement anonyme, en tout cas anonyme en passant par des cabinets tels que le nôtre, et puis il y a d'autres cabinets fiscalistes qui ont des entrées aux impôts, où on peut aller voir les impôts en leur présentant le cas et en essayant d'obtenir un deal. Le deal, en tout cas la fiscalité sur les cryptos en Israël, c'est 25% sur la plus-value constatée. Ce qui est moins cher qu'en France, il me semble. Alors en France, il me semble que c'est flat tax, c'est 30%, mais il y a une petite différence, c'est qu'en France, tant que vous ne convertissez pas l'argent dans de la monnaie, même virtuelle, ce qu'on appelle la fiat, la France considère que l'opération n'est pas encore réalisée. Donc tout ce qui est latent, que ce soit les plus-values ou les moins-values latentes, ne sont réalisées en France que quand il y a une conversion vers un actif fiable, c'est-à-dire la monnaie fiat ou bien l'argent réel.
En Israël, par contre, à chaque fois que vous allez faire ce qu'on appelle un swap, donc vous allez convertir du Bitcoin vers de l'Ethereum ou de l'Ethereum vers du Solana, à chaque fois que vous allez vendre un actif, j'appelle ça volontairement un actif, parce qu'en Israël, ils considèrent ça comme un actif financier, dès que vous allez vous démunir, comme une action, dès que vous allez vous démunir d'un actif pour acheter un autre actif, les impôts considèrent que vous avez d'abord vendu le premier actif, et ensuite vous en avez acheté un autre. Un peu comme si vous aviez une action Tesla, vous vendez l'action Tesla, donc vous avez réalisé votre plus-value, et avec la plus-value, vous achetez ensuite une action Apple, par exemple. Donc eux, ils considèrent qu'il y a eu une vente et ensuite un achat. Et à chaque fois que vous rencontrez de l'argent, c'est-à-dire que vous avez vendu, là, ils se positionnent et ils demandent à prendre 25%. Et c'est là la principale différence, c'est que la France ne va taxer qu'au moment du retour vers le fiat, alors que Israël va taxer à chaque swap. Bon, voilà, c'est en tout cas la position aujourd'hui. Le staking est également imposé à hauteur de 25%, comme l'est un intérêt bancaire classique que vous allez placer à la Leumi ou à la Discount ou peu importe. Voilà un petit peu la position du gouvernement. Mais aujourd'hui, donc, ok, on incite tout le monde on va dire, à se signaler et à essayer de payer ses impôts. Mais techniquement, quelles sont aujourd'hui les solutions pour les personnes qui veulent utiliser... On parle de gros sous aujourd'hui. La valeur des cryptos, ça peut atteindre des proportions importantes. Ça dépend combien les gens en ont, oui. Oui, mais la valeur de l'unité unique, entre guillemets, elle commence à prendre des proportions très importantes. Et puis, depuis qu'on a commencé le podcast, le Bitcoin a pris 1,6%. Ah bah c'est génial. Ouais, voilà, ça fait... En 21 minutes. Bon, c'est un bon placement. Ethan, tu nous feras le calcul du retour annuel sur 1,6% sur 21 minutes. Okay. Voilà. On attend ta réponse. Techniquement, quelles sont les solutions aujourd'hui pour utiliser dans le monde réel de la valeur que l'on possède en crypto ? Donc, on va parler de l'imposition et derrière, on va dire. D'accord ? L'imposition n'est pas un sujet. Vous pouvez acheter un appartement. Vous pouvez acheter... Un appartement en Bitcoin ? Bien sûr. Ok, enfin crypto. Okay. En crypto. Enfin bon, en fait, ce qu'il y a, c'est que les gens, en fait, quand ils veulent récupérer de l'argent, c'est très simple, hein, ils transforment. Soit ils gardent si c'est du Bitcoin. Oui, mettons que c'est du Bitcoin. Ouais. Soit ils le conservent. Et ok, ils vous vendent le bien. Et ils vont eux-mêmes miser sur le fait qu'ils vous ont vendu leur appartement. Et le Bitcoin vaudra 2 fois son prix, 2 fois le prix actuel dans quelques années, 5 ans. Ou, je dis n'importe quoi, hein, je pense que ça vaudra plus. Ok. Mais voilà, donc eux-mêmes vont spéculer, garder et spéculer. En fait, ça s'appelle un investissement. Soit ils le transforment en dollars. Ok. Et à partir de là, ça passe dans le circuit traditionnel. C'est tout. Les banques israéliennes, vous leur amenez des cryptos, ils prennent pas. Il faut savoir. Enfin, il y a des façons de... Il y a des façons de faire. Il y a des façons de faire. Bref. Mais je pense que, enfin, vraiment, hein, les États-Unis, là, encore une fois, c'est Trump, ça a été plus vite que prévu parce que c'est Trump. Ok. Ça aurait été Kamala Harris, ça aurait été exactement la même chose, mais en plus un peu plus soft, vous voyez. Je pense que Israël, qui est quand même très proche des États-Unis et qui va l'être de plus en plus, après quelques petits moments de quelques petits froids, on va dire, va juste suivre le mouvement. Parce qu'il y a de l'argent. Et qu'en fait, il vaut mieux utiliser et capitaliser sur ça, plutôt que de faire comme l'Europe, qui est d'ailleurs opposée aux États-Unis, de plus en plus, qui dit, finalement, on va réglementer à mort, et en fait, ils n'ont pas de ressources énergétiques qui leur permettent elles sont en Ukraine, hein, qui leur permettent de produire ces assets, ces actifs, et donc du coup, ils s'opposent à ça. Donc je pense qu'Israël va suivre le mouvement, tout simplement. Et en fait, il y a un moment, il y a de l'argent, le fisc peut en gagner, peut récupérer de l'argent, ça fait tourner l'économie, on va vendre plus d'appartements, allons-y. Oui, c'est de la richesse, c'est dommage de pas en profiter. Ça là, c'est une richesse. Et puis surtout, ce qu'on comprend, c'est qu'on le veuille ou non, enfin que l'administration le veuille ou pas, finalement, il y a quand même, de ce que je comprends, des solutions. Alors, je vais pas dire pour contourner, parce que c'est pas un terme génial, non, même si j'aime bien la chaîne contournement, mais ça n'a rien à voir. Mais techniquement, il y a des manières d'utiliser ces ressources, parce que c'est des ressources. Si vous savez le faire, ouais. Et c'est pas si compliqué que ça, faut être bien conseillé, clairement. J'ai compris. Donc, il y a des pays aussi, en Israël, on le fait. Hein. En Israël, on peut acheter un appartement à un particulier, même à certains petits promoteurs, ce qu'on appelle les kablan, ça se fait, ça existe. Entre particuliers, welcome. Ouais, bon ça. Ouais, voilà. Et il y a d'autres pays,
je pense à Dubaï, qui est à côté d'Israël. Vous pouvez payer, la majorité des développeurs, ensuite donc des promoteurs immobiliers, ils prennent 1% de frais, mais ils acceptent le Bitcoin. Il faut savoir comment leur présenter la chose. En 20 minutes, c'est couvert. Hein. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu devant moi. Incroyable. Je l'ai vu devant moi. C'est un téléphone, un échange WhatsApp, une confirmation sur WhatsApp, à faire régler. Ça a pris 3 minutes. Ah, le monde va changer. Et une question, aucun rapport. Non, là déjà, c'est juste qu'il y a des pays qui sont plus en avance que d'autres. D'accord. Il y a des pays où c'est un peu plus sclérosé dans les mentalités. Il y a des pays aussi où la situation géopolitique, nous par exemple, fait que c'est un peu compliqué. C'est aussi un peu plus fonctionnalisé aussi. Okay. Et il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus... En fait, ils ont l'impression qu'ils ont 20 ans d'avance, c'est tout. Et ils ont compris des choses que les autres vont comprendre. Ils sont juste en avance. Ça prend plus de temps. Et est-ce que l'intelligence artificielle peut bouleverser tout ce système-là ou c'est pas du tout lié ? Non, c'est pas lié. La seule chose où ça pourrait être lié aujourd'hui, si je comprends bien la question, Nat, c'est aujourd'hui, par exemple, pas sur le Bitcoin, mais sur les cryptos, notamment les cryptos bas de gamme, on va dire. Parce qu'il y en a quand même 25 000 ou 24 000 comme ça. Quand même. N'importe qui. À 7 000. Si vous voulez faire demain une crypto pour on le a cabinet, fait le jeton Dre. Non, ne le cherchez pas, il n'existe pas. Si vous voulez faire le crypto pour le cabinet, c'est 10 minutes. Ok, quand même. C'est 10 minutes. Voilà. Okay. On le fera peut-être pour ceux qui écoutent le podcast, on leur donnera. Voilà, par exemple. On peut faire un jeton pour le prochain président français, par exemple. Ok, sympa. Est-ce qu'il y en aura un ou pas? Voilà, bon, on peut tout imaginer, mais il y a des robots, un petit peu comme il y a des bots, des robots sur la bourse. Aujourd'hui, vous avez des bots. C'était ça ma question. C'était est-ce que l'intelligence artificielle peut aller sur ce marché-là et aller killer le marché ou je prends même amener, voilà, je sais que finalement, c'est la sécurité. Aujourd'hui, quelqu'un vous vole votre mot de passe sur une plateforme, il peut potentiellement récupérer. Donc, est-ce que, alors sans les gens qui ont des clés spéciales, je crois que ça s'appelle. Comment ça s'appelle déjà la marque ? Je ne vais pas donner de marque parce qu'il y en a plein. Okay. Mais puis je suis pas forcément en accord avec cette marque-là non plus. Mais par un L. Voilà. Mais non, mais pour des idées, pour leur idéologie, quoi. En fait, ok. Voilà. Peu importe. Et toute la tech aujourd'hui, elle a une idéologie. Et donc à partir de ce moment-là, moi, j'adhère pas, quoi. Mais concrètement, quand vous utilisez des plateformes centralisées, il faut récupérer l'asset, j'arrive pas à oublier, l'actif que vous avez acquis le plus vite possible chez vous, sur votre clé. C'est tout. Vous laissez rien. Les échanges centralisés ne servent qu'à acheter et vendre. Alors, pas à conserver. On parle à des auditeurs qui savent pas forcément ce que c'est un échange. Une plateforme centralisée. C'est quoi ? C'est Binance, c'est par exemple, c'est comment il s'appelle crypto. Il y en a beaucoup d'autres. Moi, j'en utilise. Je les utilise pas. Ok. Je les utilise pas en fait. J'ai d'autres façons d'acheter ou de vendre quand c'est nécessaire. Mais d'accord. Sur le Bitcoin, on s'aperçoit d'une chose, c'est que statistiquement, la plupart des gens, des détenteurs de Bitcoin, ne font que conserver, holder. Okay. Voilà, c'est ce qu'on appelle les holders. Ils gardent, ils accumulent en fait. Et ils peuvent pas staker, si je comprends bien. Il n'y a pas de staking sur le Bitcoin. Le Bitcoin est complètement à part, techniquement. Incroyable. Le Bitcoin, décentralisation, ça veut dire qu'en fait, la chaîne, la blockchain, l'endroit où c'est stocké, c'est pas sur un serveur central. Je vais vous donner un exemple, c'est important. Twitter est tombé en panne plusieurs fois. Facebook est tombé en rade plusieurs fois. Les services de Google sont tombés en rade plusieurs fois. Vous avez déjà eu le cas. Les services de Microsoft sont tombés en rade plusieurs fois. Amazon est tombé en rade. Ouais. Ok. Bitcoin, rien. On peut même pas le freiner. Il va ralentir à certains moments. Pour déléguer, pour valider des opérations. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Ok. Mais donc les serveurs commencent à surcharger, donc c'est plus lent. Mais tomber en rade, c'est juste pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il y en a des millions dans le monde entier. C'est pas des centres serveurs, c'est pas des becs comme. Vous voyez, quand on vous dit que Google, Facebook, Twitter, Amazon tombent en rade, c'est parce qu'à un moment il y a un problème sur un nom. Enfin, il y a un problème, il y a un bonhomme derrière. Là, il n'y a pas un bonhomme, il y en a des millions. Et en fait, c'est l'algorithme qui gère. Ok. Demain, il y a une guerre nucléaire. Ok ? Chas shalom. Mais on en parle beaucoup en ce moment. Ça nuke quelque part dans le monde. Nous, ça va quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le seul problème, c'est que tu te dis, j'ai pas accès à Internet. J'ai besoin de transférer de l'argent, je n'ai plus accès à Internet. Ok, tu vas avoir accès. Parce que le jour où tu n'as plus Internet, de toute façon, t'es mal. Hein. Ouais, mais enfin, Elon, il est en train de nous sortir un Internet satellite. Donc, bon. Il a le plus grand réseau de satellites du monde. C'est pour ça. C'est pour ça.
Voilà, et vous serez, je suis persuadé, vous serez dans les premiers ou sur la liste d'attente pour acheter votre téléphone. Je sais pas si. Toi, tu seras, voilà. Je sais pas si je ferai ça, mais en attendant, oui. Enfin, en tout cas, le problème Internet, pour moi, c'est pas un problème. Enfin, aujourd'hui, il a été résolu, quoi. Voilà, on va dire qu'il est résolu. Manière, bien sûr. Ok, c'est super intéressant. Je pense qu'on a fait un tour assez complet. Ok, Lionel, qu'est-ce que tu peux suggérer aux personnes qui... Alors, ceux qui connaissent un peu, voilà, qui regardent ça un peu de loin, ceux qui sont jamais rentrés dedans, qu'est-ce que tu leur dirais, là, comme ça, fin 2024, on enregistre le 27 novembre 2024, qu'est-ce que tu leur suggérerais On se tutoie maintenant ? Ouais, si tu veux. Ce que je leur conseillerais, c'est ce que je conseille à tout le monde depuis 2 ans, en fait, depuis 3 ans, 2-3 ans. Leur dire, mais investissez, pensez à votre futur, investissez votre argent. L'argent a de moins en moins de valeur. On va parler de l'inflation, mais c'est simplement que quand vous allez au supermarché, ça coûte plus cher. Donc vous mettez plus de billets ou de pièces. Là, ça prend de la valeur. 109% d'augmentation. Alors on dit, ouais, c'est volatile. Qu'est-ce qui n'est pas volatile aujourd'hui ? Le cours du pétrole, il n'est pas volatile. On parlait des actions Tesla. Élection de Trump, ils viennent de prendre 40%. C'est dans le bon sens, c'est volatile. Mais c'est volatile, oui. Qu'est-ce qui n'est pas volatile aujourd'hui ? Donc, c'est une période incertaine. Il me semble que le Bitcoin et l'or, parce que je les mets vraiment au même niveau, même s'ils n'ont pas la même valorisation. Oui, sécurité, même d'un point de vue physique. Voilà. Mais okay. Non, mais en fait, de l'or physique, la Chine vient de trouver un énorme gisement d'or. Colossal. Donc, là, on sait que c'est limité. Donc, ça ne pourra que prendre de la valeur. Où l'acheter ? Comment l'acheter ? C'est autre chose. Il faut faire attention à ça. Donc en fait, faites appel à un technicien ou en tout cas une personne qui connaît, qui comprend ce monde, qui peut vous éduquer. Voilà, comme c'est nouveau, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont prétendre, mais en fait, c'est juste, on ne sait pas vraiment quoi. Enfin, voilà. Il faut comprendre la tech profondément. Il faut comprendre aussi les besoins de la personne qui est en face, ce qu'elle attend, ce qu'elle en attend. Et toutes les personnes qui disent, allez, j'achète 100 tokens qui sortent, c'est que du bullshit. Parce que peut-être il y en aura une qui va faire x1000, ça m'aura fait gagner. Alors c'est une autre stratégie. C'est une stratégie, ouais. Ça n'a rien à voir avec Bitcoin. Okay. C'est une autre stratégie, c'est ce qu'on appelle les meme coins. Ouais. C'est une autre stratégie, très sincèrement, c'est des vrais spécialistes. Donc là du coup il y a des bots et ainsi de suite. Ok. C'est pas très technique, mais c'est très basé sur la psychologie, ce qu'on appelle en marketing le FOMO, la peur de louper quelque chose. Ouais. Est-ce que j'en ai ? Ça c'est la question. Ouais, j'en ai. Parce qu'en fait, quand on regarde le top 10 ou le top 15, je ne sais plus, des crypto-monnaies, en fait, il y en a 2 ou 3 qui sont dedans. Donc, est-ce que j'en ai ? Ouais, mais je veux dire, c'est pas... ça sert à quoi ? Je ne sais pas. Ça ne sert à rien. Ouais. C'est la pure spéculation. C'est le un game, Dodge, par exemple. Entre autres. Okay. Entre autres, ouais. J'en achète, mettons, $100. Je fais commencer à faire un x5, à 5, enfin je fais un x5, je revends une petite partie, je revends 20% de... Mais j'ai récupéré mon invest du départ, et puis le reste c'est du bonus. Et le reste c'est que du bonus. Ça peut être des choses comme ça, et puis s'il fait x10, je revends encore, ainsi de suite. Ouais. Ça peut être que des choses comme ça, c'est un autre game, hein. On n'est pas du tout sur l'investissement, on est là sur du... Vraiment, c'est... Spéculation pure, quoi. Ouais, mais autant aller au casino, quoi. Allez, tout sur le rouge. Tout sur le rouge, vous faites un all-in, ou alors vous allez miser... 10 € sur 20 couleurs. Vous voyez, c'est autre chose. Je suis pas joueur, mais c'est pas grave. Moi non plus. J'ai été 19 fois à Las Vegas. Je suis allé 19 fois à Las Vegas. Le casino, c'était juste, je regardais les gens, en fait. Ah ouais, un peu de machine à sous, pour être honnête. Uh-huh. Enfin, transparent, pas honnête, mais un peu de machine à sous. Mais sinon, je regardais les gens et j'étais fasciné par les joueurs de blackjack. C'était ce qui me... J'ai resté des heures devant les joueurs de blackjack et voilà. Mais je jouais pas. Une fois j'ai joué quand même, parce que moi je me suis dit allez, j'ai $500, ça a duré 3 minutes, j'ai dit merci. Allez hop. Parce que j'ai vu que c'était pas moi. Sold out. Voilà. Sold out, voilà. J'ai vu que c'était pas moi. Mais bon, voilà.
Non. En tout cas, Lionel, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Nathan. Merci de m'avoir accueilli sur ton podcast et puis merci d'être venu sur le mien en même temps, c'est bien. Donc, ton podcast s'appelle Fiscalia. Voilà, Fiscalia et Va ranger ta chambre. Voilà. On vous invite à faire un double like du coup si vous avez aimé l'épisode, partagez, commentez. Et puis posez vos questions. Posez vos questions. Voilà, Lionel ultra disponible, ultra sympa, ultra gentil, ultra qualifié aussi pour répondre et pour vous éclairer dans tout ce qui est crypto et investir en toute sécurité. Voilà. C'est ça surtout. Investir en toute sécurité, c'est important. Et en connaissance de cause. En connaissance de cause et sachant c'est important de savoir ce que vous en attendez et ce que vous voulez au final. Alors, au final, on veut tous de l'argent, on est bien d'accord, parce que c'est ce qui fait tourner l'économie et donc tourner le monde. C'est une forme d'énergie, c'est même la première forme d'énergie. Mais il est important de le faire en bonne conscience, sans stress. Sans se brûler. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous pour votre écoute. Merci. À bientôt. À bientôt.